Le procès de Rennes en 2014. Le procès de Rennes a été déclenché par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour procès inéquitable à Aix. Moi, j'aurais préféré qu'elle dise « Ok les gars, vous avez fait n'importe quoi à Aix, alors on en revient sur le verdict de Nice. » Je ne sais pas si ça aurait été possible, judiciairement parlant. Mais au moins, ça se serait fini honorablement pour la justice, pour la prescription, pour le doute et pour la présomption d'innocence. Pour le coup, c'est un troisième procès à Rennes. Pour nous, en fait, c'est un nouvel espoir. Il vaut mieux un troisième procès avec une nouvelle chance d'acquittement que de purger 20 ans, hein, c'est évident. Surtout qu'à Rennes, il n'y a toujours pas d'éléments nouveaux. Et qu'avec le rappel à l'ordre de la CEDH, l'acquittement de Nice, sans parler du premier non-lieu du début de l'affaire, nous, on ne voit pas comment ce troisième procès pourrait ne pas amener un nouvel acquittement, faute de preuves, faute d'éléments nouveaux. Alors nous, on y allait de nouveau confiants. Mais en fait comme des cons, la gueule enfarinée. On était loin d'imaginer que Guillaume allait s'inviter au procès de Rennes pour y faire sa déposition surréaliste. Le dysfonctionnement de la justice à Rennes. Le dysfonctionnement à Rennes a été de croire Guillaume sur parole, sans vérifier sa déposition. Il aurait fallu vérifier la crédibilité psychologique de Guillaume, le mobile véritable de Guillaume pour faire cette déposition, et les conditions dans lesquelles ont été faites cette déposition. Une telle déposition aurait dû être passée au crible de la justice. Il y avait matière à vérification. Et il aurait fallu prendre en compte que depuis un moment, Guillaume était fâché à mort avec son père, qu'il avait détourné une énorme somme d'argent de Maurice pendant que Maurice était en prison, et que désormais, Guillaume avait un intérêt à ce que son père soit condamné. On en arrive au témoignage surprise de mon frère Guillaume à Rennes. Nous, on ne pensait pas que Guillaume allait venir au procès à Rennes. Quand Guillaume s'invite à Rennes, parce qu'il n'a pas été convoqué par la justice, c'est à la 4e et dernière semaine du procès, et il fait sa déposition incroyable, surréaliste, hallucinante pour moi. Il a choisi délibérément le dernier moment du procès. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant, si ce n'est pour empêcher la justice de prendre le temps de faire des vérifications? À Rennes, il fallait voir ce que c'était. Tout le monde a été sur le cul. C'était le buzz du siècle. Alors mon père, ma mère et moi, on était sidérés. Mais on n'y a pas cru. On n'y a pas cru parce que l'on savait que c'était n'importe quoi. On ne savait que trop bien que Guillaume était capable de péter des plombs. On en avait l'habitude. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est ce qui lui était passé par la tête pour sortir un truc aussi gros.
le prétendu soulagement de conscience de Guillaume et le scénario fabriqué de toutes pièces de la mort d'Agnès. C'était du délire. Et le juge et les jurés l'ont cru sur parole. Et je pense qu'ils l'ont cru justement parce que c'était incroyable. On est comme au procès de trop. On pense que la vérité sort de la bouche des enfants. On croit sur parole l'accusation d'un enfant contre son père. Tout le monde l'a cru, sans aucune vérification de son équilibre psychologique, ni du mobile réel de sa déposition, et encore moins de la vérification des faits qu'il relate. La justice n'aurait pas dû être impressionnée par le côté spectaculaire de la déposition de Guillaume. Elle aurait quand même dû mettre son nez dans cette déposition et essayer de comprendre ce qu'il en était vraiment. Il y avait matière à vérification sur des déclarations aussi graves. Pourquoi n'a-t-elle pas vérifié ? Dans ce genre de procès, on ne fait pas jurer de dire la vérité aux membres de la famille, parce que l'on conçoit que l'on puisse mentir pour protéger quelqu'un de sa famille. Il devrait y avoir le même raisonnement, mais à l'inverse. Ne pas forcément croire sur parole l'accusation d'un fils contre son père. Parce qu'un fils qui accuse son père malhonnêtement, eh ben ça peut aussi exister. Et moi j'essaye de vous en apporter la preuve. Et ça ne me fait pas plaisir. Parce que c'est mon frère. Dans sa déposition, Guillaume ne manque pas de répondre aux fameuses 3 questions. Où ? Quand ? Comment a été tuée Agnès ? Parce qu'il sait par expérience que les jurés ne pourront pas condamner sans avoir les réponses précises à ces 3 questions. Ces 3 questions primordiales dans un procès d'assises. Guillaume ne manque pas non plus de fabriquer l'aveu de Maurice, parce que sans preuve matérielle, il fallait un aveu. Guillaume le sait. Et Guillaume fabrique cet aveu que lui aurait fait son père quand il avait 15 ans. Et il le maquille en soulagement de conscience. Impossible à vérifier. Oui, mais dans ce qu'il dit, où sont les preuves ? Et quelles sont les raisons précises et cachées qui l'ont poussé à dire ce qu'il a dit ? Je pense qu'il avait un intérêt à ce que son père soit condamné. Et ça a marché. Maurice a été condamné. Il est pratiquement mort en prison. Et Guillaume s'est débarrassé de son père, qui était devenu trop gênant. Et il n'a pas eu à rendre ou à justifier le détournement d'argent qu'il avait commis. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est glauque. C'est même très glauque. Et moi, après la stupéfaction, je commence à comprendre pourquoi et comment il a fait ça. Il a utilisé la justice comme une arme pour détruire instantanément toute sa famille, qu'il ne supporte plus. Depuis quelque temps, le leitmotiv de Guillaume, c'était « Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ?» Et pour moi, ça voulait tout dire. Il a lavé son linge sale familial à la barre pour l'efficacité que ça allait lui apporter. L'efficacité sera
que Maurice sera condamné et que ma mère et moi, on sera totalement décrédibilisés. Il faut imaginer la violence de ce qu'il a fait à sa famille en une seule déclaration, en un claquement de doigts. Il provoque la condamnation de son père à 20 ans. Maurice a 75 ans. C'est sûr qu'il crèvera en prison. Il annihile tout le combat de Maurice pour faire reconnaître son innocence. C'est-à-dire qu'il annihile toute la vie de Maurice. Et il n'aura pas de scrupule à le savoir finir sa vie en prison. Au nom d'un prétendu soulagement de conscience, qui n'amène aucune preuve et qui sert ses intérêts. Il détruit la fin de vie de sa mère, qui aurait espéré un peu plus de sérénité. Il la décrédibilise totalement. Il lui interdit de voir ses petits-enfants. À Rennes, Nounouche, elle morfle quand même pas mal. Et chez moi, il ruine les espoirs fondés que j'avais d'un nouvel acquittement. Il ruine les espérances d'une vie meilleure que j'espérais avoir après le procès de Rennes. Une renaissance que j'avais espérée depuis tout le temps et pour laquelle je m'étais battu depuis 15 ans. La plupart du temps à ses côtés. On était ensemble. On avait le même combat. On avait les mêmes rêves. C'est bien plus que de la déception que je ressens. C'est une mort partielle qu'il m'a infligée. C'est la mort de la personne que je fantasmais de devenir un jour. Et ce jour, il était là. Au bout de la 4e semaine de procès. L'acquittement, je le sentais presque. Ma vie d'après, je la voyais. J'en salivais au sens propre. J'en avais des frissons de bonheur dans le dos. J'avais un désir terrible dans le ventre. Et il a tout détruit sur des motifs minables, foireux, indignes d'un homme tel que je peux considérer un homme comme étant respectable. Pour moi, c'est ça qu'il a fait Guillaume à Rennes. Et ce qu'il a fait, sa déposition, son soulagement de conscience, est-ce que ça ne va pas provoquer chez lui un nouveau cas de conscience? Comment va-t-il vivre la destruction totale et préméditée de toute sa famille? Et les conséquences que ça va avoir pour nos enfants, pour les siens, pour le mien. On est quand même dans des sommets de méchanceté. C'est vertigineux.